Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Romain Join et pour cette vidéo, je vous propose une plongée au cœur de la technologie qui a révolutionné l'intelligence artificielle, les Transformers, qui ont permis l'apparition des LLM, les Large Language Models, en 2017. Pourquoi 2017? C'est l'année de la publication du papier fondateur Attention is all you need, qui a introduit l'architecture Transformer, la base sur laquelle tous les LLM modernes reposent. Donc notre objectif dans cette vidéo, c'est pas de survoler, les derniers modèles, mais c'est de comprendre la mécanique fondamentale de ce papier de 2017. Donc dans ces différentes vidéos, on va suivre un agenda assez chargé, assez précis. On va commencer par un rappel de, l'algèbre linéaire. On va commencer par un rappel de l'algèbre linéaire pour comprendre pourquoi est-ce que c'est essentiel, parce que la multiplication matricielle fait partie, des transformers de façon absolument omniprésente. Ensuite, on va décortiquer l'architecture globale, comment est-ce que fonctionne un transformer, de quoi est-ce que c'est, composé. Et puis un voyage détaillé, bloc par bloc, à travers, l'encodeur, en passant par, l'attention multi-head, l'attention multi-tête, les mécanismes de connexion résiduelle, les normalisations couche par couche, et puis les décodeurs et les processus d'inférence. Donc c'est assez chargé. On va commencer tout de suite. Donc ça, c'est l'agenda. Donc ce qu'on a dit, effectivement, algèbre linéaire, transformer, l'architecture des transformers. L'encodeur, c'est vraiment ça le gros du travail. Et ensuite, le lien entre l'encodeur et le décodeur. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour entraîner le décodeur. Voilà. Donc, on va d'abord aborder l'algèbre linéaire, qui est une partie essentielle de l'agenda. Très franchement, c'est extrêmement high level ce que je vais faire sur l'algèbre linéaire. Mais aujourd'hui, mon lien moderne est souvent perçu comme de la magie, mais en réalité, c'est principalement des mathématiques et des multiplications de matrices. Et c'est une opération assez simple, la multiplication de matricielle, mais qui est répétée des milliards de fois. Et ça, absolument dans toutes les étapes. Et donc, on va comprendre deux défis fondamentaux, en tout cas découvrir deux défis fondamentaux, qui sont l'explosion des gradients. Les gradients, c'est des chiffres, les valeurs dans les matrices. Et l'explosion des gradients et l'évanouissement, qui sont les deux enjeux principaux en deep learning. Donc, et puis donc on va voir comment lutter contre cette explosion des gradients ou cette suppression des gradients grâce à l'initialisation de Gloro. Bon, alors, petit rappel de mathématiques pour ceux qui n'ont pas fait de multiplication matricielle depuis longtemps. Quand on a deux matrices X et W à multiplier, il faut que le nombre... Alors là, on a la dimension des matrices. Donc la première valeur de la dimension, c'est le nombre de lignes. La deuxième valeur, c'est le nombre de colonnes. Donc là, on a une matrice X qui a une ligne et 5 colonnes, par exemple, avec une deuxième matrice W qui doit avoir le même nombre de lignes que le nombre de colonnes de la matrice par laquelle elle est multipliée. Donc ici, on a une matrice 1, 5 qui est multipliée par une matrice 5, 2, là par exemple avec deux colonnes. Et la dimension commune, là, les 5, va disparaître dans la multiplication de matrices. Et on va se retrouver avec une matrice 1, 2. Voilà. Donc, si on a deux autres matrices, par exemple, une matrice avec deux colonnes, X avec deux colonnes, on peut la multiplier avec une matrice qui a deux lignes et autant de colonnes qu'on veut. Et ça nous donne, donc là, on passerait d'une matrice 1, 2 multipliée par une matrice 2, 5 à une matrice 1, 5. Donc, juste un rappel, la dimension de jointure disparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a trois matrices? Quand on a trois matrices, il faut que les dimensions des matrices soient jointes. Donc là, 5 et 5, et là, 2 et 2. Et donc, ça nous donne une matrice 1, 5 au final. Comment est-ce que ça se passe? Cette matrice 1, 5, en fait, c'est la multiplication de la première matrice par la deuxième. On passe par une matrice cachée, intermédiaire, H.
qui va avoir effectivement, qui va se voir disparaître la dimension commune 5. Donc là, la matrice cachée va être matrice 1, 2. Et cette matrice 1, 2, on va pouvoir la multiplier avec la troisième matrice W. Et là, on va avoir ici finalement une concordance des dimensions qui va nous permettre d'obtenir une autre matrice Y qui va être de dimension 1, 5. Et donc, on a bien la suppression finalement des des différentes dimensions intermédiaires par cette matrice intermédiaire. Alors, bon, les matrices, c'est des tableaux de chiffres, hein. Les tableaux de chiffres, on appelle ça des poids. Et on va les multiplier. Et donc, comme on les multiplie de façon extrêmement récurrente, on a des enjeux de multiplication. Si j'ai 3 poids qui font 2 et que je les multiplie, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et je vois qu'en 2 opérations, je suis passé de 2 à 8, ce qui est déjà une grosse augmentation et qui va faire exploser mes poids. Si je remultipliais par 2, ça ferait 16, et par 2, 34, et 64, etc. Donc, l'explosion des gradients, c'est la perte du signal finalement, et on a des effets de bord sur les différentes opérations mathématiques qu'on va faire ensuite, et on ne veut pas exploser les diagrammes, enfin faire que les gradients deviennent de plus en plus importants. Donc l'une des solutions, ça pourrait être de mettre des valeurs petites, mais si on a des valeurs petites dans les chiffres, dans les gradients, on a le même problème à l'inverse, c'est que le gradient va disparaître. Par exemple, si je prends 0,1 fois 0,1 fois 0,1, j'obtiens 0,001, ce qui est un gradient qui disparaît, ce qu'on appelle le vanishing gradient problem. Et ça, c'est un autre enjeu, c'est-à-dire que des chiffres trop petits deviennent, sur des milliards d'opérations, des milliards de fois, ingérables. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à garder le signal. Et pour garder le signal, il faudrait effectivement réfléchir à multiplier des chiffres qui n'explosent pas trop. Et donc, tout ce qui est autour de 1, par exemple, euh, peut aider, puisque 1 fois 1, enfin 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, donc le signal est conservé. Donc, on va avoir un enjeu sur l'initialisation des matrices. Voilà, un autre exemple plus matriciel des enjeux de vanishing gradient et de gradient explosion. C'est-à-dire que si là, voilà, je reprends mon exemple avec des gradients qui sont tout petits, là, 0,1, 0,1, 0,1, quand on fait une multiplication de matrice, on fait une multiplication terme à terme et la somme. Donc là, ça fait 0,05. Ici, ça ferait 0,1. Et là, je me retrouve avec une valeur qui est de 0,015, qui est tout petite. Et donc là, même avec des 1 et des 1, en fait, là, je me retrouve avec un 5, parce que j'ai multiplié la dimension par dimension, donc ça fait la somme de 5 fois 1, donc ça fait 5. Donc en fait, même avoir des 1, c'est pas forcément très suffisant, puisque ensuite, après la deuxième opération, là, je me retrouve à 15, et j'ai déjà au moins 1 ou 2 ordres de magnitude assez rapidement qui va, qui va poser problème assez rapidement. Et puis en plus, l'un des enjeux, c'est que si tous les poids sont à 1, on n'a pas de variance, et si on n'a pas de variance, on ne peut rien apprendre. Donc il ne faut pas des poids qui soient égaux à 1. Donc il faut de l'aléatoire. Au début, Yann Lequin avait proposé des solutions aléatoires complètes, mais en fait, ça marche mal. Par exemple, si je prends une matrice X avec des valeurs aléatoires, on les standardise, on les normalise, et on les standardise autour, autour d'une valeur 1. On va avoir une variance dans X, et ce qu'on veut garder en fait dans le signal, c'est aussi la variance. Donc si je prends une autre matrice aléatoire, en fait, on va voir que la variance va beaucoup changer. Donc, si je multiplie ces deux matrices aléatoires, j'ai une variance ici de 0,1, et en fait, je vais assez rapidement passer à une variance de 0,4, par exemple, dans ce cas-là. Et, et, et donc, si je remultiplie ici les différentes matrices,
j'ai une variance de 0,4. Et il se trouve que, en fait, cette variance-là, elle va être reportée par un système de backpropagation vers X. Et dans le système de backpropagation, on va avoir un ajustement des poids. Et là, on va avoir en fait le backward et la valeur qui va être modifiée va avoir une variance beaucoup plus grande. Là, on va avoir une variance de 1,3, ce qui est un rapport de 12, ne serait-ce qu'en ayant fait que deux matrices, enfin deux multiplications de matrices. Et on voit qu'il va falloir chercher à réduire cette variance-là. Donc, pour ça, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ce problème-là, comment réduire la variance. Et on a un chercheur, là, Gloro, qui a effectivement proposé de prendre en compte la dimension des différentes matrices pour ajuster le côté aléatoire des poids dans chaque matrice, en prenant en compte le flux et avoir le flux des différentes matrices et avoir une initialisation aléatoire qui dépend de la forme des matrices et de leur enchaînement. Donc l'initialisation Gloro va chercher, en fait, en mettant des poids qui dépendent de la dimension de la matrice X, des poids qui vont être calculés selon cette formule-là, et qui va permettre, en fait, de conserver une variance qui va être relativement similaire. Ça ne va pas être une variance qui va être conservée exactement la même, mais qui va permettre de réduire les différences de variance. Et sur la backpropagation, avec cette initialisation qui n'est pas complètement aléatoire, mais qui correspond à des enjeux mathématiques, on arrive à réduire la variance. On était à x12 précédemment, là on est à x8. Et on va avoir cet enjeu de conservation du signal, de conservation de la variance et de la conservation des signaux dans les prochaines étapes. Voilà, donc je voulais juste passer en revue les fondations comme ça de l'algèbre linéaire en montrant que la multiplication matérielle, donc, qui est au cœur de tout réseau neuronal, est importante. Comment est-ce que ça marche un peu, de façon très superficielle, et comment les techniques comme l'initialisation de Gloro ont permis de gérer les problèmes d'évanouissement et d'explosion du gradient dans les réseaux profonds. Bon, mais même avec ces astuces, les modèles d'intelligence artificielle d'avant 2017, comme ce qu'on appelait les LSTM et les RNN, les réseaux de neurones neuronaux récursifs, ils étaient limités pour deux enjeux. Un enjeu de parallélisme qui faisait que l'apprentissage était extrêmement lent. Donc ça, c'est un des avantages des transformers, c'est que ça permet de paralléliser l'apprentissage. Et aussi un enjeu de la longueur de la mémoire dans les LSTM. On perdait l'information au fur et à mesure de l'entraînement. Donc, ça va être un enjeu dans les transformers. Donc, en 2017, effectivement, dans le papier Attention is all you need, Google introduit cette architecture qui se débarrasse des composantes récurrentes des RNN pour qu'on se concentre uniquement sur un mécanisme d'attention qui est à l'origine de tous les LLM qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on va aller voir ce transformer et on va regarder son architecture d'ensemble avant d'aller voir l'encodeur et le décodeur de façon plus précise. Donc, ça, c'est le papier, effectivement, que je vous invite, en fait, à lire à la fin de cette vidéo. L'idée, mon objectif, c'est de dire qu'à la fin de la vidéo, vous pourriez lire ce papier en comprenant de quoi est-ce qu'il en retourne et comprendre aussi cette architecture. Donc, en fait, on va s'intéresser beaucoup à ce schéma-là. Et ce schéma, il est divisé en deux. On a d'un côté l'encodeur à gauche et d'un autre côté le décodeur à droite. Donc, moi, je vais le mettre à l'horizontale. Je le tourne et on va s'intéresser beaucoup au décodeur. Mais avant ça, en fait, il y a quelques considérations à prendre en compte, effectivement, quand on fait un modèle, puisqu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres qu'on peut choisir, qui sont d'un côté la taille du vocabulaire. Alors, la taille du vocabulaire, c'est le nombre de tokens, de syllabes, de mots que vous allez vouloir prendre en compte dans votre modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui va dépendre de votre stratégie de tokenisation.
euh, et qui va être structurant pour l'architecture. Ensuite, on a la dimension du modèle. Donc, la dimension du modèle, ça va être le nombre de colonnes qu'on veut mettre dans les différentes couches, dans les différentes matrices. Et ça va aussi être structurant, puisqu'on va se retrouver en fait au départ avec ce qu'on appelle une matrice d'embedding, qui va avoir en nombre de lignes le nombre de tokens, enfin le nombre de syllabes, le vocabulaire qu'on veut avoir, et en nombre de colonnes, la dimension, donc la dimension euh, du modèle, qui va être en fait le nombre de dimensions d'axes à travers lesquels on va analyser les textes. Euh, Ça, c'est une première partie. Une deuxième partie, c'est le nombre de fois qu'on répète les encodeurs. Donc, le nombre de layers qu'on veut avoir, je ne sais pas si c'est très clair, mais dans ce schéma-là, ici, vous avez un N, là, et vous avez un N, là. Ça, c'est le nombre de fois qu'on va répéter les encodeurs et les décodeurs. Et ça, c'est un paramètre qui va expliquer le nombre de paramètres d'un modèle. Donc ça, c'est le nombre de layers. Donc dans le papier original, par exemple, ils le font 6 fois. Après, on a des attention head, donc des têtes d'attention, qui est vraiment, le papier s'appelle attention is all you need, et donc les attention head, c'est vraiment, les têtes d'attention, c'est vraiment ça, le cœur du papier. Donc il va falloir voir le nombre de attention head qu'on fait. Et donc, après, on a aussi dans les attention head, on a 3 matrices, la QKV, donc on va voir ça. Il faut aussi choisir des tailles pour QKV. Alors, les tailles de QKV sont liées au nombre de attention head. Et on a un feed-forward network qui est ici, qui va permettre en fait de grandir la dimension du réseau, puisque là, on est à 512, par exemple. Alors, les tailles de QKV, ça va être 512 divisé par le nombre de heads. Donc là, dans le modèle actuel, on a 6 heads et on a 512. 512 divisé par 6, ça va faire 64. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Et on va aussi avoir le feed-forward network. Et le feed-forward network, il va lui avoir une autre dimension qui va être beaucoup plus grande que les 512 du modèle. Là, par exemple, on parle sur 4000 colonnes de dimension pour le feed-forward network. Et donc, 4000 colonnes, ça fait déjà pas mal. Voilà un peu pour l'architecture. Donc, je vous propose une deuxième vidéo pour la suite ensuite. Et donc, j'arrête l'enregistrement ici et je vous invite à suivre la deuxième vidéo.